Et voilà, voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. D'abord, de la part de Sony, on vous souhaite tous une bonne année 2022 avec que des meilleurs vœux et que des bonnes choses. Une année qui va être très excitante pour nous tous, en espérant que quand même on pourra à nouveau reprendre des activités et retrouver un peu de liberté pour aussi reprendre les activités qu'on aime bien, prendre des photos et de la vidéo. Et pour ça, ben, on est très content quand même que l'année passée, on a quand même sorti deux, trois intéressants modèles chez Sony, donc le A1 et surtout le A7 IV. A7 IV qui est sorti en mois d'octobre, qui tourne maintenant déjà depuis quelques mois, et qu'aujourd'hui, l'ambassadeur Marc Aladef va nous un peu aider et guider à propos des nouveaux menus du A7 IV. Et aujourd'hui, on va vous aider et donner des conseils pour exploiter au mieux les fonctions de ce nouveau boîtier, euh, voir un peu aussi les nouveautés et comment ça s'est amélioré avec les anciens modèles. Bonsoir Marc. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux. Oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu les nouveautés du A7 IV et comment le configurer au mieux afin d'avoir sous la main les meilleurs réglages pour exploiter toutes ces fonctionnalités, que ce soit en photo ou en vidéo. Vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, je pense qu'on est en plein écran. OK, parfait. Alors, je commence. Voilà, les grandes différences déjà par rapport au A7 III, puisque beaucoup de ceux qui achètent le A7 IV viennent du A7 III. En photographie, on a principalement un système AF nettement amélioré, inspiré du Sony A1, avec un focus tracking. On a le focus sur les yeux des oiseaux, des animaux. On a une carte mémoire CF Express A qui permet d'avoir des rafales illimitées par rapport à des cartes SD traditionnelles. De nouveaux formats RAW lossless, le support du HEIF en plus du JPEG, un AFC, un AF continu qui peut faire la F jusqu'à F22, par exemple avec le 200-600 avec les téléconvertisseurs, alors que le A7 III était limité à F11. Bien entendu, beaucoup plus de points à F également. Dans les points généraux, on a la résolution qui a fortement augmenté, presque plus que 50%. Un viseur nettement amélioré aussi en termes de résolution de 50%. Les nouveaux menus qui réorganisent de manière un peu plus logique et des menus entièrement tactiles. Un écran rotatif comme sur le A7S III, très pratique pour la vidéo ou pour du vlog. Une meilleure ergonomie avec une prise en main, un grip un peu plus important, des boutons plus gros qui réagissent mieux. Ça n'a l'air de rien, mais d'un point de vue tactile, ça répond mieux. On a plus les boutons sous la main. Un commutateur également pour passer de la photo à vidéo. Des boutons programmables en plus et plein d'options de personnalisation qui sont dérivées du A7R4, du A7S3 et du A1. Également, la protection du capteur qui va vous permettre, quand vous changez d'objectif, d'activer l'obturateur et donc de ne pas avoir des poussières qui rentrent sur le capteur. Point de vue vidéo, là, on a une fiche HDMI en pleine taille, beaucoup plus résistante et facile à utiliser. On a la vidéo 4K 60p, enfin, même si elle n'est qu'en APC. On a une meilleure dynamique avec un codage en 10 bits au lieu du 8 bits et le support du codec H265 qui permet d'avoir des fichiers plus petits pour la même durée. Également, on a du tracking AF pour les humains, les animaux et les oiseaux. On a le mode Cinétone qui est inspiré de
Sony Venice, qui est vraiment une caméra cinéma et qui se retrouvait également sur le A1. Une interface audio digitale pour avoir un son de meilleure qualité, une stabilisation active, donc il y a un gyroscope intégré qui calcule en temps réel et enregistre la position du boîtier et qui permet donc d'avoir presque comme une gimbal intégrée. Et puis des fonctions un peu exclusives au A7 IV comme la compensation du focus breathing, le streaming webcam, etc. Mais je passerai à travers toutes ces fonctionnalités plus en détail. Mais donc vraiment énormément de nouveautés par rapport au A7 III. C'est vraiment beaucoup, hein. Et voilà un petit tableau comparatif. En bleu, c'est ce qui est amélioré par rapport à A7 III. Et donc, on a vraiment énormément de choses inspirées du A1 et A7S3 qui se retrouvent dans le A7 IV. Pour autant, ce n'est pas un A1, hein, il faut quand même expliquer la différence de prix, qui est du simple au double entre les deux. La grosse différence, c'est le capteur. Le capteur est un capteur BSI, Back Illuminated Sensor, qui est lu en 1/15e de seconde, mais ce qui fait qu'on a parfois ces mécanismes, ce banding avec les lumières artificielles ou qu'on a, quand on fait des pannings ou en vidéo, on a des effets de rolling shutter. C'est ce qu'on appelle, on voit l'image qui est un peu courbée. Le A1 et le A9, eux, lisent tout le capteur en 1/150e de seconde et donc on n'a pas ces effets avec les lumières artificielles, on n'a pas ces effets de rolling shutter. Donc ça, c'est une énorme différence entre ces gammes A1, A9 et le A7 IV. C'est cette technologie de stack sensor qu'on retrouve sur le A9 et le A1 qui permet d'aller encore plus loin pour certaines situations. Une autre différence aussi, c'est que les A1, A7S3 ont 2 slots CF Express A et donc pour une utilisation professionnelle sportive, par exemple, si on veut de la rafale illimitée, on voudra l'avoir également en double slot pour assurer un backup. Ici, il y a la possibilité d'avoir une CF Express A pour avoir une rafale illimitée, mais seulement sur un seul slot. Un regret aussi, à cause de ce nouveau menu, de ce tracking hyper performant, la consommation électrique est plus importante, donc vous constaterez également une autonomie légèrement plus faible sur le A7 IV et le A1 par rapport à la génération précédente. On parle peut-être d'environ 20% d'autonomie en moins parce que le processeur qui est dedans, pour faire tout ce qu'il fait, consomme quand même beaucoup plus d'électricité. N'hésitez pas à poser des questions. Simon me les relaiera en cours de route. Voilà. Pour parler de l'ergonomie matérielle, les grandes différences, c'est qu'on a un bouton record maintenant qui a remplacé le bouton C1. Le C1 et le record ont été permutés. Donc, un peu plus d'accent sur la partie vidéo. La molette d'exposition, maintenant, vous voyez, est devenue, entre guillemets, banalisée, n'a plus de sigle. Elle peut être réaffectée à d'autres fonctions si vous n'utilisez pas la correction d'exposition. Donc, c'est la molette ici à droite. Elle devient programmable. Et une énorme nouveauté pour moi qui est vraiment très, très pratique, c'est le commutateur qu'on a en dessous de la molette PASM, puisqu'on peut passer très, très rapidement du mode photo au mode vidéo ou au mode slow and quick, ce qui permettra en mode vidéo, par exemple, on n'avait qu'un seul emplacement sur la molette PASM vidéo et on ne savait pas régler autre chose. Ici, comme on a un mode vidéo, quand on se met dans ce mode vidéo, on a aussi le mode A, S ou M et des modes préprogrammés 1, 2, 3. Donc, les possibilités de personnaliser et d'avoir des modes spécifiques en vidéo sont multipliées par 6. Donc ça, c'est vraiment un énorme avantage que seul le A7 IV est à même de proposer. C'est ce commutateur qui permet d'accéder à beaucoup plus de modes en vidéo en accès direct. Donc ça, c'est vraiment une énorme
nouveauté, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment extrêmement pratique. On a bien entendu l'écran rotatif sur le côté, utile en vidéo pour se filmer soi-même, pour la vidéo en général, mais également pour certains shootings en mode portrait au ras du sol ou dans des situations un peu difficiles. Cet écran orientable apporte un vrai plus pour, voilà, pour des cadrages spéciaux et pour des endroits exigus. D'un point de vue tactile, l'écran est maintenant entièrement tactile et même en mode, donc, que ce soit pour la gestion des menus, mais également quand on revoit les photos, c'est comme sur un smartphone, on peut prendre 2 doigts pour zoomer, on peut passer à la photo suivante en balayant l'écran. On a vraiment une interface qu'on connaît proche des smartphones pour ça, donc c'est un vrai confort au quotidien. La prise HDMI pleine taille, qui est un peu plus pratique et plus résistante, elle se détache moins vite et il y a moins de risque de la tordre. Donc, une très bonne chose. La carte CF Express, donc, qui monte à 700 mégas par seconde en écriture au lieu de 300 pour, je dirais, une SD card, et donc un RAW non compressé de 33 millions de pixels fait aux alentours de 40-50 mégas, et donc on supporte sans problème jusqu'à la capacité totale de la carte, les 10 images par seconde. Donc c'est une rafale infinie qu'on peut avoir, quoi. On a une légère amélioration également pour la stabilisation, mais rien de très différent de ce qu'on connaissait déjà. Le viseur a été quand même nettement amélioré. On est passé de 2,4 millions de pixels à 3,7 millions. Donc, on a la même chose qu'on a sur le A7R3, mais on est encore loin du confort qu'on a sur le A7R4, le A1 ou le A7S3. Sur le A1, on monte à des viseurs de 9,4 millions de pixels, où là, c'est vraiment extraordinaire. Mais donc, il faut bien expliquer la différence de prix avec ces modèles supérieurs qui vraiment ont le nec plus ultra de tout ce qui est possible d'avoir, mais qui font grimper très fort les prix. Voilà, en termes vidéo aussi, l'interface du Flash, comme vous le savez, supporte également des micros en direct et supporte ce micro à interface digitale, que ce soit pour le micro XLR ou pour ce micro-là qui est excellent. On a une communication digitale directement avec le boîtier plutôt que d'être analogique. Donc, on a une meilleure, je dirais, qualité pour enregistrer le son. Un plug-and-play système. Ouais. Alors, le nouveau menu est organisé vraiment en 3 niveaux, avec plutôt que des onglets, je dirais, à l'horizontale, ils sont à la verticale, avec des codes couleurs et des menus qui sont différents en photo ou en vidéo. Donc, selon que vous êtes en mode photo ou vidéo, le menu va changer. Les options communes restent présentes dans les deux, mais sinon, certaines options n'apparaîtront que dans un mode, ce qui permet d'enlever quelques options qui parfois n'étaient pas valides et d'alléger, même si ce n'est pas très allégé, d'alléger un peu les menus et de n'avoir que ce qui est relevant dans un mode ou l'autre. Marc, excuse-moi, mais parce qu'on est dedans, j'ai déjà une question qui reste dans le thème. C'est une question de Noé. Grâce au commutateur photo-vidéo, normalement, il me semble qu'il était prévu de garder les réglages photo d'un côté et vidéo de l'autre. Exemple, en mode M, garder 1,50 en shutter et en vidéo, toujours en mode M, basculer le commutateur et passer à 1 millième en shutter. Il constate que le réglage est finalement commun, sauf erreur de sa part. Ce n'est pas une erreur, mais il y a une option, l'option 128,
que je vais vous expliquer qui permet d'avoir vraiment une séparation. Mais il y a un menu qui permet de dire quels sont les paramètres qui doivent être pris ou pas. C'est dans une des slides que je vais vous présenter. Donc, on y Ok, arrivera. à suivre. C'est prévu. Donc, voilà. Donc, on a un menu shooting où on a tous les règles, tout ce qui est qualité d'image, RAW, rappel mémoire, le steady shot, l'intervallomètre, les modes silencieux, la stabilisation. Un mode exposition couleur où on trouve tout ce qui est la balance des blancs, les picture profiles pour la vidéo, les zébras, mais où on trouve, et ça c'est encore quelque chose pour moi qui est illogique, où on trouve là-dedans tout ce qui est le flash et des réglages sur l'ISO auto que personnellement moi j'aurais mis dans le menu précédent. Donc, si tu peux remonter ça à Tokyo. C'est encore deux options que j'aimerais bien voir réorganisées ailleurs. On a quelque chose qui est très bien, on a un menu mauve, donc pour l'autofocus, qui comprend quasi tout sur l'autofocus, sauf l'option sur le touch focus, qui, je ne sais pas pourquoi, se retrouve plutôt dans le menu jaune Setup, qui comprend certains autres réglages. Mais donc, le réglage pour tout ce qui est tactile pour l'autofocus se trouve dans ce menu jaune. Sinon, menu bleu classique pour tout ce qui est lecture et menu vert pour tout ce qui est la connectique, qui sont, eux, très clairs. Ça, c'est un peu pour l'organisation des menus. Donc, une grosse amélioration, mais j'espère qu'un A75 réglera les derniers petits soucis. Voilà. Donc, en photographie, les plus gros réglages sont sur l'autofocus et c'est là qu'il y a la plupart des nouveautés. Et donc, je vais faire une petite présentation sur comment configurer au mieux l'A7 IV d'un point de vue autofocus en photo. Donc, je fais d'abord un zoom là-dessus avant de couvrir les autres aspects. Donc, il faut savoir que si vous voulez la rafale vraiment illimitée, il faut une carte CF Express A. Donc, ça, c'est quelque chose d'important à savoir. Avec l'A7 IV ou le A1 ou A7R4, le mode de tracking est tellement performant qu'on n'utilise quasiment que lui. On ne switche plus entre l'AFS, l'AFC, etc. avec plein de modes. On reste quasiment tout le temps en AFC, mode tracking, pour la plupart des cas. Les seuls cas où vous pouvez basculer peut-être en AFS, c'est pour de la photo d'objets, ou si vous ne faites que du paysage, et même en paysage, le mode tracking est aussi performant que le mode AFS, donc il n'y a pas de souci. L'AF sur les yeux, maintenant, peut faire sur les animaux et les oiseaux, et donc, il serait important d'avoir un bouton d'accès direct qui permettra de permuter entre ces trois types d'AF sous les yeux. Donc ça, c'est un point important. Un affichage du cadre des visages et des yeux est aussi à recommander. Et si on veut atteindre le maximum de la rafale, il y aura un réglage pour que la priorité soit au déclenchement en mode AFC plutôt qu'un réglage qu'on appelle équilibré. Également, la sensibilité du suivi d'être réglée sur 1 locked on, c'est-à-dire que il va vraiment accrocher au premier sujet sur lequel on a fait la mise au point, même si un sujet vient s'interposer, il essaye de se remettre sur le sujet initial le plus possible. Avec une sensibilité de suivi sur 5, si quelqu'un passe, il va refaire la mise au point sur tout nouvel objet qui passe devant vous, quoi. Donc, le réglage, dans la plupart des cas, le plus approprié, c'est vraiment le réglage 1 lock-on. Il faut savoir aussi que si vous voulez travailler aux 10 images par seconde, il faut travailler en RAW compressed. Si vous prenez du lossless, la rafale va diminuer à 6 images par seconde. Mais j'utilise depuis des années le RAW compressé et à moins de faire de l'astrophotographie où là, le uncompressed ou le compressé lossless se justifie, je n'ai jamais vu aucune différence dans plus de 99% des cas entre un RAW uncompressed et un RAW compressed. Donc, personnellement, je suis toujours en compressed pour atteindre le maximum de rafales possible. Donc, une petite démo, une explication sur le tracking real-time qui est introduit
sur le A1, le A9, le A7C, le A74, le R4, le 7S3, le A6600, etc. C'est un mode en fait qui combine la reconnaissance des visages, des yeux, des couleurs, de la forme. Donc, si vous photographiez une voiture, il va reconnaître que c'est la forme de la voiture et également la distance. Donc, il arrive à voir qu'un objet s'éloigne ou s'approche et il combine toutes ces informations-là pour avoir vraiment un tracking hyper efficace. Okay. Et donc, je vais vous montrer ça en live. Ici, on avait une petite démo sur un vélo. Montrer la petite séquence. Voilà. Donc ça, c'était vraiment fait avec le A7 IV. On a ici une autre petite démo avec un boxeur. On voit vraiment qu'il y a un suivi qui est vraiment excellent par rapport au A7 III, quoi. Marc, j'ai une question qui vient de rentrer de Sylvain. Oui. Certains disent qu'ils ont eu des soucis avec l'AF sur le suivi de l'œil humain ou animalier avec ce boîtier. Est-ce que tu as déjà reçu des infos là-dessus? J'ai vu ça comme rumeur, mais la plupart des gens disent qu'ils n'ont aucun souci. Donc, est-ce que c'est un mauvais réglage ou un cas particulier sur quelques boîtiers? Je ne sais pas, mais le A7 IV que j'ai et que j'ai essayé déjà sur le terrain, jamais eu aucun problème avec. C'est vraiment nettement mieux que le A7 III. C'est mieux que le A7 R4, mais ça reste un peu moins bien que le A1, puisque j'ai le A1, le A7 R4. C'est entre les deux, quoi. Mais je n'ai pas eu de souci vraiment de reconnaissance des yeux du tout, hein. Ça dépend aussi parfois de l'optique. Est-ce que c'est une optique Sony, Sigma, une optique chinoise, etc. Et parfois, il y a des problèmes d'AF sur certains boîtiers, sur des optiques un peu plus confidentielles. Il faut voir chaque cas particulier, quoi. Mais personnellement, je n'ai pas constaté le phénomène. Et j'ai déjà eu 2, 3, 7, 4 en main. Avec aucun de ceux que j'ai eu, je n'ai eu de problème personnellement. Donc, ça peut exister, mais je n'ai pas vu J'ai une ça dans la réponse. pratique. Ouais, j'ai une réponse de Mark Stevens. AI, autofocus, oiseau, décrochage avec Sigma 150-600. Mais ça, Oui, donc ça, il faut savoir que l'AF sur les yeux des oiseaux, entre guillemets, par rapport aux animaux, etc., c'est pas le meilleur des trois, quoi. C'est le dernier apparu, et donc là, il y aura encore des mises à jour, etc. Par contre, le Sigma 150-600, je l'ai testé, et l'AF sur le 150-600 de Sigma, vous pouvez le consulter sur mon blog, hein, le sonyalpha.blog, que ce soit les oiseaux ou les humains, il n'accroche pas comme le 200-600 du tout, quoi, hein. Donc, c'est un de ses points faibles. Donc là, si vous essayez avec le 200-600, vous aurez de bien meilleurs résultats. Donc, j'étais un peu déçu que ce soit le Sigma ou le Tamron pour ces super télézooms. En tout cas, là, la F était moins bon. Pour d'autres, comme on va prendre un Tamron 70-180, aucun problème, très très bon. Mais le Sigma et le Tamron, les 150-600, 150-500, là, le Sony était quand même nettement meilleur d'un point de vue suivi AF, quoi. Donc voilà, là, ça dépend vraiment de l'optique. Réessayer avec une autre optique, il y aurait peut-être moins de problèmes, quoi. OK. merci Marc. Voilà, continuons. Donc ça, c'est une rafale que j'avais fait. Vraiment, tout était net. Ne pas oublier, quand vous faites des rafales comme ça, il faut quand même une certaine vitesse d'obturation, hein, parce que on a beau avoir un AF qui vraiment accroche. Si vous mettez une vitesse d'obturation de 1/125e, vous aurez un flou de bouger. Ce n'est pas un problème d'AF, c'est que la vitesse d'obturation n'est pas assez rapide. Donc,
quand ce sont des personnes en mouvement ou des animaux ou autres, c'est un 5/100e minimum, si pas un millième, un 2 millième, quoi, hein, pour avoir quelque chose de net. Mais à F1.4, aucun souci de mise au point pour autant que la vitesse en rafale tracking soit suffisante. Et donc, comme je l'expliquais, il faut vraiment choisir le mode compressé pour avoir le maximum de performance. Et voilà, par rapport à C3 où on avait 89 RAW compressés, ici, on a plus de 1000. En fait, on épuise juste la capacité de la carte, quoi, hein. Donc, c'est sans fin, quoi. Donc, on peut tenir à 10 images par seconde, une centaine de secondes, donc presque 2 minutes de rafale à concurrence, je dirais, vraiment de la capacité de la carte, quoi. Alors, ça, c'était pour un petit test qui avait été fait. Donc, entre la même séquence où un modèle s'avançait, 156 images enregistrées en 20 secondes, contre 114 en 26. Le buffer a mis 22 secondes pour se vider sur le A7 III et moins d'une seconde à se vider sur le A7 IV, quoi. Donc, dès qu'on a fini la rafale, on peut recommencer. C'est quasi instantané. Et ça, c'est vraiment très agréable. Sur la A7 III ou A7R3, on devrait vraiment attendre. Une scène recommençait, on était bloqué, on ne savait pas refaire de rafale. Ici, on n'a pas du tout ce souci. Ça, c'est vraiment un gros confort. Donc, pour les réglages de live sur les yeux, on a vraiment pas mal d'options supplémentaires. Et donc, dans les menus, je vous recommande ces settings-là. Donc, d'avoir la priorité visage pour les yeux AF sur On, que dès qu'il détecte un visage, c'est ça qui a la priorité. On verra pour la détection, si c'est humain, etc., il y a un petit réglage à faire. Je vous recommande également d'afficher le cadre du visage des yeux, comme ça on voit qu'il a bien fait la mise au point surtout quand il y a plusieurs sujets, sur le sujet qu'on veut. Une petite option qu'on n'avait pas sur la A7 III, qu'il y a sur le A7R4, A1, etc., c'est que parfois l'œil qui est pris n'est pas celui qu'on veut, et donc il y a moyen de forcer qu'ils prennent soit l'œil gauche ou l'œil droit. Forcément, vous n'allez pas aller dans les menus pour ça, et donc il vaut mieux, si vous voulez parfois permuter l'œil qui est pris en compte, assigner ça à un bouton d'accès direct pour forcer qu'il prenne l'autre œil par rapport à ce qu'il a lui-même sélectionné, quoi. Donc là, sur les yeux des animaux, voilà. Vous l'avez sans doute vu déjà dans des vidéos en action. Si les oiseaux, ça ne vous intéresse pas, ou si les humains, ça ne vous intéresse pas, la seule chose qui vous intéresse, ce sont les chiens, il y a moyen de désactiver les autres modes. Okay. Et donc, plutôt que de devoir aller sur un bouton puis sélectionner un des 3 modes, il y a moyen de personnaliser un bouton pour que ce soit une commutation. Donc, il va boucler entre les 3 modes ou 2 modes, s'il n'y a plus que 2 modes qui sont sélectionnés, quoi. Donc, Marc, j'ai une question de Stanislas et je pense que ça rentre dans la même gamme que tu es en train oui. d'expliquer. Est-ce qu'il est possible de switcher rapidement d'un visage à un autre, par exemple dans un cadre en mode vidéo? Oui. Je le réexpliquerai quand je parle de la vidéo, si vous voulez. Ouais. Alors, donc ça, c'est ce que je vous expliquais sur la commutation entre les modes. Donc, ceux que vous n'utilisez pas, vous les enlevez et vous gardez uniquement ceux qui vous intéressent. Alors, le mode, vraiment la configuration à avoir ici dans le menu mise au point, c'est d'être par défaut en mode AF continu. En AFS, c'est le mode équilibré qu'il faut choisir, et en AFC, c'est la priorité doit être donnée au déclenchement pour avoir le maximum de rafales. Parce que si jamais il n'arrive pas à faire la mise au point, je préfère qu'il essaye quand même. Elle sera peut-être nette, peut-être floue, mais au moins il a pris la photo, plutôt que de dire je ne suis pas sur la mise au point, je ne fais pas la photo. Donc c'est vraiment ce mode déclenchement qu'il faut
régler en AFC et avoir une sensibilité de suivi sur un. Donc, garder le focus sur le premier sujet verrouillé et ne pas permuter sur tout sujet qui vient s'interposer. Alors, limitation aux zones de mise au point. Étant donné que ce mode tracking est vraiment excellent, et là je vais, ouais, on le voit, donc c'est le, vous voyez ma souris, hein? Donc c'est ce petit schéma à droite. On peut finalement, parce qu'il y a 14 modes de mise au point, les modes en AFS et les modes en AFC, il y a moyen de désélectionner tous les modes qu'on ne veut pas. Et donc, moi, personnellement, j'utilise le spot flexible, soit small, soit large, la plupart du temps, ou le zone large dans certains cas de figure, et donc je n'ai gardé plus que ça en mode AFC, et dans les rares cas où j'utilise le mode AFS, je suis plutôt en flexible spot small. Et donc, en ayant désélectionné tout ça, plutôt que d'avoir un bouton et de devoir naviguer dans les 14 modes et de sélectionner le bon, j'ai un bouton qui me permet de permuter dans les modes restants. Et si je suis en AFC, eh bien, je ne permute plus qu'entre 3 modes. Et donc, c'est extrêmement rapide de switcher dans un des 3 types de zones qui me restent, plutôt que d'avoir toutes les options cochées. Donc, c'est assez essentiel d'enlever toutes les modes que vous n'utilisez pas et de ne garder vraiment que les modes que vous utilisez et avoir cette permutation sur les modes qui restent, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quelque chose aussi utile quand on fait souvent la rafale, ce sont ces options-ci. Affichage, chrono, prise de vue sur type 4. Ça va nous donner un petit clignotement avec des petits points dans les côtés pour indiquer qu'il prend les photos, ce qui est vraiment utile quand on est en mode silencieux, sinon on ne sait pas qu'on prend les photos. Et affichage prise de vue restante, affichage uniquement en prenant prise de vue. Ça affiche une petite barre quand on fait des rafales sur la gauche qui diminue au fur et à mesure que le buffer est utilisé. Et donc, si vous n'avez pas de CF Express, c'est quand même utile de regarder combien de buffer il vous reste pour ne pas se retrouver éventuellement à court si vous avez une carte qui est un peu lente, quoi. Donc ça, ce sont vraiment des petites options à activer pour optimiser l'autofocus. Alors, un autre réglage très utile, c'est l'entraînement d'ouverture AF. Donc, c'est quoi ce nom barbare? En fait, c'est dit à l'appareil la méthode qu'il doit utiliser pour faire la mise au point. En entraînement standard, il va faire la mise au point à l'ouverture sélectionnée. Donc, si vous avez sélectionné F11, il va vraiment faire la mise au point directement à F11. Ce qui est bien, c'est que vous avez directement la vraie profondeur de champ. Mais si vous êtes en basse luminosité, comme en studio, etc., eh bien, il aura plus de mal puisqu'il va prendre la lumière qui ne correspond qu'à F11 pour faire la mise au point. En mettant le réglage priorité mise au point, il va ouvrir, même si vous avez réglé F11, pour la mise au point, il va ouvrir à F2.8 au minimum si c'est dispo. Évidemment, si vous avez un F4, il va aller que jusqu'à F4. Mais si vous avez un F1.4, il va se positionner à F2.8 pour avoir plus de lumière, pour être plus rapide pour la mise au point, et plus efficace et plus précis. Mais il prendra quand même la photo à F11 que vous avez réglé, quoi. Donc ça, c'est un réglage assez essentiel à prendre, surtout quand on travaille avec justement des télézooms 200-600 qui sont à du F6, F11, ou qu'on est même avec des focales fixes, quand on est en studio à F11, il fera la mise au point vraiment avec la plus grande ouverture possible pour optimiser cette mise au point en basse lumière. Voilà, donc comme je vous l'expliquais, le tracking AF fonctionne jusqu'à F22. Le A1 fait encore mieux puisqu'il descend jusqu'à du F30 ou quelque chose comme ça, mais par rapport au AC3 qui s'arrête à F11, par exemple, sur l'AC3, avec le 200-600 à 6.3 et le téléconvertisseur 2, on était à du F13 au minimum, et il n'y avait plus d'AF, plus d'AFC en tout cas. Donc c'était extrêmement lent. Ici,
qu'on soit f13 avec un télérétrécisseur ou f16, l'AF est tout aussi efficace. Donc, c'est vraiment très agréable sur les téléobjectifs avec aucune perte d'efficacité d'AF sur le A7 IV. Alors, un petit réglage qui serait utile pour la vidéo, c'est le fonctionnement tactile lors de la prise de vue. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Par défaut, il est sur mise au point tactile. Donc, quand vous allez utiliser la fonctionnalité de mise au point en appuyant sur l'écran arrière, si on est sur mise au point tactile, il fera la mise au point à l'endroit précisé, mais il ne commencera pas le suivi, le tracking. Donc, c'est comme une mise au point AFS. Par contre, si on se met en suivi tactile, en appuyant à un endroit sur l'écran arrière, il fait la mise au point là et il enclenche le mode de tracking. Et c'est ce qu'on utilisera également donc, en vidéo principalement. On fera une mise au point en touchant une personne à l'écran. Elle se déplace, il va la suivre en continu. On veut changer de personne. On reclique sur le deuxième sujet et il recommence le tracking sur cette deuxième personne ou sur un objet ou peu importe sur quoi on a cliqué. Donc, ce suivi en vidéo ou même en photo, il faut vraiment activer cette option de suivi tactile et pas la mise au point tactile. Donc ça, normalement, ça répond à la question qui avait été posée précédemment pour la vidéo. J'ai une question pour toi, Marc, de Thierry. Pourquoi les tracking par collimateur centre du côté photo n'est pas accessible en vidéo? Parce que je me pose aussi la question. En fait, pour la vidéo, pour moi, il y a une hérésie, c'est que je m'attendrais à pouvoir bouger un collimateur avec le joystick et que si j'appuie, il commence le suivi. Non, ça ne fonctionne que via l'écran arrière, quoi, avec ce mode tactile. C'est un point que j'ai remonté il y a déjà plusieurs mois, même sur le A1 ou autre. Pour moi, on devrait pouvoir déclencher avec le collimateur le suivi en vidéo, mais non. Une question pour le Japon. C'est impossible, il faut utiliser un appui sur l'écran arrière. C'est la seule manière de le faire proprement, quoi. Voilà. Alors, quelques réglages à faire une fois pour toutes. Introduire son nom pour avoir les informations de copyright, etc. dans chaque photo. Quelque chose de très utile qui était dans la 7S3, 7R4, etc., c'est l'affichage du cadre de mise au point. Donc, il y a une option dans le menu lecture qui fait que quand on visualise les photos, eh bien, il va afficher le cadre, l'endroit où il a fait la mise au point. Donc, ce qui permet de vérifier très rapidement est-ce qu'il a fait la mise au point là où je l'avais demandé. Si on a une incertitude, ça permet vraiment de voir si ce n'est pas complètement gouré, etc. Mais en général, c'est au bon endroit. Donc, c'est une petite option sympathique activée pour revoir vos photos. Une autre option aussi par rapport à ces trois, c'est la circulation du point focal. Donc, avant, quand on bougeait le collimateur, qu'on arrivait au bout, bord droit, et qu'on devait aller rapidement sur la gauche, eh bien, on devait retraverser tout l'écran. Avec la circulation du point focal, eh bien, une fois qu'on arrive au bord droit, ben, il va continuer, il va re-rentrer par le bord gauche. Même chose, si on est sur le bord haut, on continue à monter, eh ben, il réapparaît en bas. Donc, c'est une petite option, mais qui permet vraiment d'être plus rapide quand on bouge le collimateur avec le joystick. Et alors, évidemment, quelque chose aussi qui est apparu, c'est que la couleur du collimateur peut être soit rouge, soit blanche par rapport au gris qui était peu visible sur la C3. Ça apporte également un vrai confort pour voir où est le collimateur. Donc ça, on a le choix entre deux couleurs. Moi, personnellement, je préfère le blanc plutôt que le rouge. Donc voilà, vous avez cette option-là dans les menus de choisir. Alors, une petite fonction sympathique qui a été introduite avec le A7 IV. Pour des gens qui font pas mal de rafales, il y a moyen, il faut assigner ça à un bouton, qu'il insère une image qu'il appelle divider frame. Donc, c'est une petite image JPEG ultra légère de 50 KB qui représente une flèche. Mais quand on charge
et qu'on a fait une vingtaine de rafales de 50 images, on peut reconnaître cette image noire avec cette flèche et ça indique une nouvelle séquence. Donc, ceux qui font beaucoup de rafales, on insère cette petite image entre deux sujets, ou même si ce n'est pas une rafale, quand on change de lieu, on peut insérer ça et ce sera beaucoup plus facile quand on charge des photos de dire ah oui, c'était là qu'on a changé de lieu ou c'est là que commence le début d'une nouvelle rafale, etc. Voilà, une petite option sympathique pour ceux qui facilitent le post-traitement. Alors, un réglage qui n'a rien de nouveau, mais que je répète à chaque fois, c'est bien régler votre ISO-auto vitesse d'obturation minimum. Un 125e sur les 24 et les 31 millions de pixels, un 250e sur les capteurs plus pixelisés pour ne pas avoir de flou de bouger sur le capteur. Et ça, c'est pour des choses posées. Et augmenter cette vitesse à un 250e, un 500e pour des personnes qui marchent, un 500e, un 2 millième pour des enfants qui jouent, des objets en mouvement, etc. Donc ça, c'est un point essentiel également à mettre en raccourci. Alors, une fonctionnalité également importante pour la F, c'est de paramétriser ce qu'on appelle le rappel personnel maintien, qui permet, par exemple, en appuyant sur un bouton, de passer immédiatement dans un mode. Donc, si on est en mode vue par vue, on peut programmer que sur un bouton, par exemple le bouton sur l'objectif, qu'en appuyant dessus, on passe en mode rafale, élevé, etc. pour vraiment ultra rapidement passer d'un mode à l'autre avec d'autres settings. Donc, typiquement, si on est en mode vue par vue, on fera une paramétrisation de ce rappel personnel par maintien en priorité vitesse, une vitesse de 1 millième par exemple, en rafale high avec un mode de mise au point AFC, zone de mise au point large, etc. Donc, il y a moyen de paramétriser tout ça. Vous pouvez retrouver tout ça en détail dans le webinaire qu'on avait donné sur l'autofocus. Donc, d'un point de vue, vu toutes ces nouvelles fonctions, comment paramétriser, par exemple, en photo eh bien, par exemple, si on commence par le dessus du boîtier, je mets en C2 la commutation de la zone de mise au point. Et comme je vous l'ai expliqué, je n'ai plus sélectionné que 3 modes sur les 14. Et donc, en appuyant sur C2, je permute entre les 3 modes qui me restent. Très rapide. En photo, le bouton Record, ça ne me plaît pas, ce n'est pas très utile. Et donc, j'ai remis le mode de mise au point AFS, AFC sur le bouton Record. Donc, j'en refais un C1 comme j'avais. Et donc, je remets le bouton Record en mode photo où il était avant, quoi. Par contre, en vidéo, je laisse le bouton Record rouge où il est, etc., quoi. Sur le AEL, donc ici en 1, j'ai mis la commutation du type de sujet, donc pour basculer entre les humains, les animaux et les oiseaux. En AF on, j'ai mis le ISO-auto vitesse d'obturation minimum. En 4, c'est-à-dire C3, j'ai mis le mode silencieux. En 5, la loupe de mise au point, puisque j'utilise pas mal d'optiques manuelles, donc je veux très souvent zoomer dans l'image. Voilà, j'ai d'autres réglages ici, comme en 5, c'est-à-dire bouton bas, la luminosité de l'écran. Mais donc ça, vous devez paramétriser selon votre pratique. Et sur le bouton de l'objectif, le rappel personnel maintien, donc qui me permet, je ne suis pas moi par défaut en mode rafale, je suis en mode vue par vue, mais si j'appuie sur ce bouton, je passe immédiatement en mode rafale qui me permet de faire, s'il y a un sujet qui passe où j'ai besoin de la rafale, de l'activer directement. Et pour la molette d'exposition, ben, moi je l'utilise en tant qu'exposition, donc je laisse le défaut comme elle était sur la A7 III. Donc ça, c'est vraiment les réglages que j'ai faits de mon boîtier pour la photo. Ensuite, dans le menu FN, une nouveauté du A7 IV par rapport à A7 III, c'est que le menu FN est différent en photo et en vidéo, et donc on personnalise avec les options qui nous sont les plus utiles. Donc moi, j'ai mis les réglages de la carte, le réglage du styli shot pour les optiques manuelles, mais de nouveau, les réglages du flash
à personnaliser en fonction de votre pratique, sur ce qui est le plus utile pour vous. Pour les boutons lecture, j'ai mis sur un des boutons la sélection du support de lecture pour basculer entre la carte 1 et la carte 2. Pour aussi capturer une photo à partir d'une vidéo. Parfois, je veux extraire une photo d'une vidéo, donc ça permet de le faire en direct. Donc ça, c'était pour les réglages photo. Pour les réglages à faire aussi une fois pour toutes, commun en général, il y a le réglage de l'anti-poussière. Donc, il y a maintenant l'option, ça c'est dans le menu 55, d'activer l'obturateur lors de la mise hors tension. Donc, quand on éteint le boîtier, l'obturateur va s'activer, ce qui permettra de changer un objectif sans avoir des poussières qui rentrent sur le capteur. Attention, l'obturateur est fragile, donc ne pas l'exposer à la lumière, toujours continuer à l'exposer vers le bas et continuer à le faire en quelques secondes et pas il y a l'obturateur, je vais le laisser à l'air libre pendant 5 minutes. Non, c'est toujours fragile. Ça permet de minimiser les poussières, mais ce n'est pas un volet métallique de 5 mm d'épaisseur, donc c'est fragile. Donc faites-le rapidement, toujours le boîtier tourné vers le bas, hein, l'obturateur tourné vers le bas, mais ça minimise grandement les poussières qui peuvent se mettre. Attention, quand vous mettez un objectif, vérifiez bien que l'arrière de l'objectif, il n'y a pas de poussière dessus, hein, parce que si la poussière est sur l'objectif, elle va se mettre sur le capteur quand même une fois que vous allez l'utiliser. Donc, je vérifie chaque fois que je mets un nouvel objectif s'il n'y a pas une poussière qui est venue se mettre sur les lentilles arrière avant de mettre l'objectif. Et ce n'est pas si rare que ça, quoi, hein. Donc, un petit coup de soufflette avant de mettre l'objectif pour garder toujours un capteur propre. Un petit réglage aussi à faire par défaut, c'est la température hors tension automatique à mettre sur élevé. Par défaut, elle est sur standard. Et donc, on aura alors des témoins de surchauffe en vidéo pour éviter que le boîtier chauffe et si vous avez les mains sensibles qui deviennent chauds au contact de vos mains. Donc, ce réglage est à mettre sur élevé. Voilà. Un autre petit réglage, quand on fait l'agrandissement en position initiale, quand on fait un zoom dans la photo, qui fasse le zoom à l'endroit de la mise au point et pas juste au centre. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses utiles. Mettre la rotation d'affichage sur off. Sinon, si vous avez pris une photo en mode portrait, eh bien, elle va apparaître correctement, mais donc vous allez la voir en tout petit. En enlevant la rotation d'affichage, elle apparaîtra en grand. Un autre petit réglage, c'est quand on fait des suppressions, plutôt que d'avoir un menu et puis dire oui, je veux supprimer, en appuyant 2 fois sur le bouton supprimer, eh ben, ça effacera la photo. Donc, c'est un petit raccourci, mais c'est très pratique au quotidien. Donc, une petite option à activer. Oui, dans le réglage à faire une fois pour toutes, il y a un réglage que je vais détailler plus en détail qui s'appelle compensation de variation pour le focus breathing, qui est à mettre sur on. Donc, toutes les fonctionnalités ici doivent être sur auto ou sur on pour corriger les aberrations chromatiques, la distorsion et le focus breathing pour les objectifs qui le supportent. Donc, ça, je vais expliquer, mais toutes ces options sont à activer parce qu'elles ne le sont pas par défaut. Il y en a 2 qui sont à off par défaut. Il y a des options un peu plus poussées, comme on peut se connecter au boîtier même s'il est éteint pour transférer des photos, mais ça consomme de la batterie. Donc, bon, si vous transférez souvent des photos avec votre smartphone, ça peut être utile. Vous pouvez sélectionner le format HEIF plutôt que JPEG si vous ne faites pas du RAW pour avoir une meilleure dynamique. Il y a des réglages à faire pour les fichiers. Donc, on peut personnaliser les fichiers. Le nom. Donc, moi, personnellement, j'ai plusieurs boîtiers, donc je mets des préfixes. Pour mon A1, je mets 1, puis MA pour marquer la def. Pour le 7R4 ou le 7.4, je mets 7. Donc, je personnalise, ça me permet directement, quand j'ai un fichier, de savoir de quel boîtier ça vient. Et également, on peut personnaliser les noms en vidéo. Avant, c'était du C1, C2, C3, C4 et ça revenait à chaque fois qu'on reformatait. Ici, ce n'est plus remis à 0 et en plus, on peut avoir la date dans le fichier, donc c'est assez utile pour ces fichiers vidéo. On va passer maintenant à tout ce qui est les réglages vidéo.
Je ne sais pas si les gens ont encore des questions sur la photo. Si j'en ai encore un de Mark Stevens, donc en manual focus avec un GM, existe-t-il un cadre pour voir si map est OK, à part la loupe consistante? Si, Il faut activer le focus picking, hein. Donc, il faut avoir de toute façon le focus picking en manuel. Moi, je prends jaune moyen comme réglage par défaut. C'est ce que j'avais mis ici, hein, mise au point, affichage d'identification. Moyen, j'ai mis jaune, moi, et ça permet de voir les zones de contraste, que ce soit en image complète ou en zoom. C'est l'option vraiment activée. On le montre en détail dans le webinaire sous la F. Vous pouvez regarder, il y a une section de quelques minutes qui montre ça en live, comment le faire, quoi. Et après ça, j'ai encore une question du collimateur. Ah, il y a encore une question de Noé. Est-ce qu'il a une possibilité de prendre 3 photos de manière automatique pour faire un empilement HDR? Oui, il y a du bracketing d'exposition qui est possible. Donc, c'est des réglages, les réglages du bracketing. On peut Ouais. régler 3, 5 et on peut régler le décalage d'exposition entre, si on veut, 1 IL, 2 IL, 3 IL entre chaque photo. Et à moyen, il fait une petite rafale pour prendre les photos du bracketing, quoi. Et après ça, j'ai encore une question de Sébastien. Est-ce possible de bloquer une plage de vitesse en manuel? Non. Par contre, moi, je ne travaille quasiment pas en manuel. Je travaille en mode A avec le ISO auto vitesse d'obturation minimum et les ISO auto. Et donc, avec ça, je lui fixe la vitesse minimum à utiliser. Je règle l'ouverture et je choisis les ISO dans le range que je l'ai spécifié, quoi. Question encore de Thierry. Thierry, excuse-moi. Bracketing AWB, mais pas focus. Alors, bracketing de focus, ça n'existe pas. Il y a un bracketing d'exposition possible pour faire du HDR. Il y a un bracketing de balance de blanc qui ne sert pas à grand-chose, sauf si on fait du JPEG. Il y a un bracketing de DRO pour la DMI, mais de nouveau, c'est pour du JPEG. Il n'y a pas de bracketing de focus pour faire du focus stacking. Pour faire du focus stacking, vraiment, moi, je vous recommande un RAI macro automatisé. Il y en a un 200 € que j'ai testé sur mon blog, le WiMacro Automated Rail. Je n'utilise que ça pour la macro et c'est génial. Mais il n'y a pas la fonctionnalité intégrée dans le boîtier pour faire du bracketing, pour faire du focus stacking. Ça n'existe pas. On l'a déjà demandé depuis des années à Sony, mais ce n'est pas encore là, quoi. Et après ça, encore une dernière question avant de continuer. De Christophe, comment fait-on pour désactiver la permutation d'écran viseur? Il y a une des options dans le menu. Et alors, on doit la faire manuellement quand on veut la faire, quoi. Mais bon, ça prendrait un peu trop de temps là. On n'a pas plus beaucoup de temps qui reste, mais il y a une option dans le menu pour le faire. Vous cherchez dans le mode d'emploi, commutation écran, vous allez trouver où est l'option pour ça, quoi. Sans doute dans le menu jaune. Je le mettrai là, moi, en tout cas. Merci beaucoup, Marc. OK, donc en vidéo, allons-y rapidement. On a un mode 4K, soit avec le codec H264, soit le H265, c'est le HS, mais qui nécessite soit des Mac récents avec des puces M1, soit des ordinateurs avec des cartes graphiques puissantes où on sait faire de l'encoding et du decoding matériel. Sinon, votre ordinateur va ramer comme ce n'est pas possible. Donc, ce mode HS est réservé, ça permet d'avoir des fichiers plus petits, d'accéder à des bitrates plus élevés, mais il faut un ordinateur récent. Donc, les grandes différences, c'est qu'en plus des modes 8 bits, on a maintenant des modes 10 bits, donc plus de gamme de couleurs. On peut faire du 50p, mais là, on switch en APS-C pour du 4K. Et on a les fameux modes Long GOP ou All Intra qui sont disponibles. Mais pour ça, je vous recommande, par exemple, d'écouter les autres webinaires qu'a fait Bruno Mas sur la vidéo, où il explique très en détail tous ces réglages vidéo. Sachez qu'on a donc, les principales nouveautés, c'est on a du tracking, que ce soit sur les animaux, les humains, les oiseaux en vidéo. On a la 4K 50p, mais en APS-C. On a tous ces modes
vous voyez, vous regarderez au calme, je dirais, le replay ou votre mode d'emploi. Certains modes nécessitent des cartes mémoire avec une vitesse plus élevée, donc des V60, des V90, etc., ou des cartes CF Express. Mais voilà, on a quelque chose très proche du A7S3 ou du A1, donc une très nette amélioration. Les seules choses qui manquent, c'est quand même la 4K 100p qui reste réservée au A1 et au A7S3. Il ne fallait pas quand même tout mettre là, sinon il n'y a plus aucune logique pour le A7S3 d'exister, quoi. On a le fameux mode Cinétone, qui est un mode un peu plus cinéma, donc qui donne des couleurs un peu plus cinématiques, hein, qui facilite le grading. Les anciens modes S-Log, tout ça est là. Alors, je vais vous montrer, avant de parler des réglages vidéo, je regarde le temps. On a une fonction qui permet d'avoir un cadre rouge quand on enregistre, qui permet de voir qu'on enregistre. On a un châssis avec dissipation thermique qui permet de ne pas avoir de surchauffe. Alors, la stabilisation via gyroscope, donc en vidéo, et uniquement en vidéo, on a un mode de stabilisation supplémentaire qui est le mode actif. Donc ça, c'est vraiment comme si on avait une gimbal, et donc ça croppe un peu, mais ça permet vraiment de stabiliser très très fort. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est ici. On va le voir ici. On va voir avec et sans stabilisation gyroscopique. Vous voyez la différence, il y a un crop, mais c'est vraiment hyper smooth. On a vraiment quelque chose de très très stable et vraiment, même en marchant, on arrive à avoir quelque chose de très beau, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et soit on peut le faire en direct, soit on utilise le logiciel Sony Catalyst qui permet, même si on n'avait pas fait la stabilisation en direct dans le boîtier, il récupère les métadonnées, on a ce petit logo du gyroscope intégré et on peut faire la stabilisation en post-processing. Donc ça, c'est aussi possible. Alors, une fonctionnalité exclusive du A7 IV, seulement sur certaines optiques, c'est la compensation du focus breathing. Le focus breathing, c'est quand on passe d'un sujet proche à un sujet lointain, on voit un changement du cadre. Hein, donc ici, on voit, par exemple, on voit tout le bouquet. Et si on fait une mise au point sur l'arrière, on va voir qu'une partie du bouquet de fleurs n'est plus là, c'est coupé, quoi. Et donc, pour éviter ce phénomène, qui existe sur beaucoup d'optiques, sauf sur les optiques cinéma, qui sont très chères, mais spécialement conçues pour ne pas avoir ce phénomène, il y a un logiciel dans le A7 IV qui va compenser ça automatiquement. Et donc, je vais vous remontrer ça en live. Donc, c'est une option vraiment activée pour les vidéastes, qui est très utile. Et donc, on le voit, je crois que c'est ici. Voilà la petite démonstration, ça va assez vite. Ça vient juste là. Regardez bien le cadre qui va changer. Vous voyez le changement de cadre. Et en activant l'option, il n'y a aucun changement de cadre. Donc, il y a déjà un crop à l'avance, mais quand on passe d'un sujet lointain à un sujet proche, il n'y a aucun changement de cadre. Et donc, on n'a pas cet effet de zoom en passant d'un sujet proche à un sujet lointain. Et donc, ça, en vidéo, c'est quand même pas mal. C'est vraiment très bien. Surtout avec, par exemple, le 35 GM a pas mal de focus breathing, le 50 GM aussi. Avec ça, on ne le voit pas du tout. Et j'espère qu'ils vont le mettre sur le A1, parce que le A1 n'a pas ça. Il n'y a que le A7 IV pour l'instant qui a. Mais voilà donc les optiques supportées. Et ce ne seront que les optiques Sony et jamais les autres optiques, puisque ça prend en compte les caractéristiques de l'optique. C'est programmé pour qu'ils puissent les compenser. Donc,
Sony ne va pas analyser toutes les optiques en détail pour compenser ça pour les autres optiques. Donc, ce ne sera que sur les optiques Sony que ce sera possible, quoi. Dans l'intérêt du temps, oui, il y a vraiment des options en plus. Le Focus Assist, qui sont des options assez avancées en vidéo. La F-Assist, le Focus Map. Donc, je vous laisserai regarder. Il y a pas mal de tutos sur YouTube là-dessus qui expliquent ça en détail. Une fonctionnalité très intéressante, c'est la fonctionnalité webcam. Donc, que ce soit maintenant sur l'A7C qui a été mis à jour, sur le ZV10 ou sur le A7 IV, en branchant directement un câble USB-C à votre PC, ça devient une webcam de luxe, mais sans devoir acheter des adaptateurs, passer par l'HDMI et des petits boîtiers complémentaires. C'est ce que j'utilise personnellement pour maintenant, quand je dois filmer des objets et les diffuser, je branche directement un câble USB, ça apporte un petit confort supplémentaire. Une fonctionnalité dans les... Je reviens en arrière pour la personnalisation des boutons. On a encore combien de minutes là? Parce que le temps a déjà été dépassé. On est en train de dépasser fort le temps, donc je propose qu'on fasse encore 3 minutes. Oui, ok. Donc, quelque chose à laisser quand même, que les gens connaissent mal en vidéo, c'est le zoom. Donc, si on a autorisé le zoom image claire, hein, le nom est assez ésotérique aussi, plutôt que pas de zoom optique, il va pouvoir zoomer sur le capteur. Donc, pour faire de la 4K, il faut 3800 pixels. Or, il y en a 7000 sur le A7 IV. Et donc, il peut garder de la 4K en zoomant sur le capteur, en gardant la même qualité optique. Et donc, en vidéo, j'ai programmé, et je crois que c'est le défaut d'ailleurs du A7 IV, sur les boutons AEL et AF-ON, qui sont les boutons 1 et 2 ici, le zoom avant et le zoom arrière. Et donc, même avec une focale fixe, on obtient un zoom en vidéo et un zoom très progressif qui permet vraiment, c'est même mieux que devoir toucher le fil objectif parce que ça fait bouger. En appuyant sur ces boutons, on a vraiment un zoom très progressif qui ne dégrade en rien la qualité de l'optique. Alors, j'ai mis sur les autres boutons, par exemple, les réglages, vitesse, défilement, enregistrement pour passer du 25p au 50p. En 4, ici, donc le C3, j'ai mis le niveau audio. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ça, ce sont les réglages principaux que j'avais effectués, je dirais, pour la vidéo. Les autres options, oui. Alors, il y a, pour répondre à la question qui avait été posée, il y a une option qui s'appelait Réglages différents iFix Film, qui se trouve, je ne sais plus où dans les menus, qui permet de dire, quand on passe du mode photo au mode vidéo, quels sont les paramètres qui doivent être pris ou pas repris pour être différents, quoi. Qui peuvent être différents entre les deux modes. Typiquement, par exemple, moi j'utilise profil d'image en vidéo, mais je ne veux pas que ce réglage-là soit repris quand je repasse en mode photo, quoi. Voilà. Et dans les ISO, je ne veux pas les ISO automatiques en vidéo. Et donc, je peux choisir, quand je bascule du mode photo à vidéo, est-ce que ces paramètres sont repris ou ils évoluent de manière complètement indépendante. C'est ça l'option qu'il faut utiliser pour arriver à ça, pour répondre à la question qui avait été posée en tout début, quoi. Voilà, bon, il y a encore plein de choses à dire, mais je crois qu'il faudra faire une seconde session alors pour J'allais ça. juste te proposer ça aussi, Marc. Peut-être qu'on fera un autre webinaire sur la section vidéo du A7 IV, qu'on reprend tout ça. De toute façon, je veux te remercier beaucoup parce que c'est quand même c'était pour le premier webinaire de l'année. C'était très, comment dire, on a beaucoup appris. Moi, quand même, beaucoup de savoir comment les fonctionnalités fonctionnent dans ce nouveau boîtier, quand même, qui est assez impressionnant. Mhm. Et donc, un grand merci quand même pour toi de nous donner quand même une analyse
de tout ça. Pour les gens qui voudraient bien revoir le webinaire ou retrouver ce webinaire, en fait, ils se retrouvent toujours sur nos pages Facebook Sony Belgium. Vous pouvez toujours les retrouver là-bas dans la section des vidéos. Comme ça, vous pouvez aussi les visionner. Et si je ne me trompe pas, Marc, toi aussi, tu les mets sur ton site d'Internet. Oui, oui. Et puis, n'hésitez pas aussi, on le dit aussi à chaque fois, s'il y a des sujets qui vous intéressent, vous voulez un webinaire, je ne sais pas, sur les flashs ou sur la macro ou les filtres, etc., envoyez-nous des commentaires on peut programmer des choses qui vous intéressent, il y a de la demande. Voilà, on est là pour vous, donc on peut faire sur n'importe quel sujet qui vous intéresse, Vraiment un vous Zoom aider. précis, une session de 1 heure, hein. N'hésitez Ouais. pas à nous envoyer du feedback là-dessus, soit à moi, soit en commentaire des vidéos, des replays. Voilà, ça nous aide à programmer des choses qui seront utiles pour vous, quoi. Ou je voudrais une seconde session sur les réglages avancés du A74. Envoyez-nous des commentaires, on pourra planifier tout ça, quoi. Voilà, mais j'ai reçu déjà un très bon. On a reçu un très bel feedback de Sylvain. J'ai le A1 et le A74 et j'ai appris des choses. Et c'est pour ça qu'on le fait. Mhm. Voilà, c'est pour ça qu'on vous essaie de donner ces webinaires et on le fait avec grand plaisir. Et on essaie aussi de les bien préparer. La préparation a été faite par Marc Aladef. Encore un grand merci, Marc. De rien. Euh, Et je vous souhaite tous encore une excellente soirée et n'hésitez pas de regarder sur notre page Alpha Universe les prochains webinaires pour ce mois-ci et pour les prochains mois. Je vous souhaite une excellente soirée et à Oui. bientôt. Bonsoir. Bonsoir.